Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais d'abord, je reçois notre partenaire du jour, Nicolas Vidal. C'est pas votre jour d'ailleurs. Que faites-vous ici un mardi, Nicolas? Je suis pas suspendu aujourd'hui, donc je suis là, ma chère Clémence. C'est très bonjour à gentil toutes et à tous. Non, mais il nous dépanne, Nicolas Vidal. Il est avec nous aujourd'hui, fondateur de Puccio Media. On se tourne tous les deux vers notre invité vidéo. Vue de haut. Et notre invitée est Elsa Rouillère. Bonjour Elsa Rouillère. Bonjour. Et vous êtes porte-voix des collectifs unis. Vous allez nous redire ce que c'est que les collectifs unis et surtout auteur de ce livre, Paroles de soignants suspendus aux éditions Guy Trédaniel, avec une série. Alors d'abord, on peut le dire, de très belle, un très bel avant-propos. Vous êtes très bien entouré, on va dire. Hein. Vous avez Didier Van Covalert tout de même, la préface de Michel Rivasi qu'on reçoit régulièrement ici, sénateur européen maintenant, post-face de Maître Maud Marian, également une grande défenseuse, avocat défenseur des soignants suspendus, et l'épilogue de Laurent Mucchielli, donc le chercheur en sociologie. Et surtout, au milieu de tout cela, avec votre écrit à vous évidemment, tous ces témoignages de soignants que vous avez recueillis. Alors en fait là, vous en avez un certain nombre, mais vous l'expliquez, hein, vous en avez reçu beaucoup plus des témoignages, donc vous avez dû sélectionner, j'imagine. Et puis surtout, voilà, pour pouvoir donner une impression au lecteur de ce qui se passe aussi dans la vie de ces gens-là, qu'on a tendance à oublier trop vite. Alors on va revenir sur la genèse de cette histoire malheureuse. Mais tout d'abord, bravo de publier ce livre et de remettre ce sujet dont on parle nous régulièrement, mais de le remettre encore et encore au goût du jour et de forcer notamment la presse à recevoir et à prendre ce livre entre les mains, puisque ce sont des sujets très importants, des sujets d'humanité d'abord, de politique ensuite. Donc voilà, des sujets fondamentaux. Alors je le rappelle pour nos auditeurs, c'est avec la loi du 5 août 2021. D'ailleurs, je vais vous citer, relative à la gestion de la crise sanitaire, dite loi sur l'extension du pass sanitaire, qui a instauré une nouvelle catégorie de maltraitance, je vous cite, de maltraitance institutionnelle et de harcèlement administratif et institutionnel par les recommandations données dans les établissements et la succession des injections de nos hiérarchies. Alors, qu'est-il imposé à partir de 2021, les Rouillère? La vaccination contre le Covid. Mais on en a entendu parler pendant des mois avant. Oui, bien sûr. Voilà, les traitements sont passés à la trappe et on ne sait pas trop sur quel justificatif d'ailleurs encore aujourd'hui. Oui, on va en parler. Pour laisser place à l'injection et injection que les soignants, en tout cas la majeure partie des soignants encore actuellement sur le terrain, se sont vaccinés de force, faut bien le savoir. Oui. C'est un choix contraint, puisqu'il y a eu un chantage au salaire. Et la partie qui a refusé, l'a refusé par libre choix de disposer de son corps, qui est un droit fondamental. Oui, alors on va revenir sur tous ces sujets-là, évidemment fondamentaux. Vous le dites, vous le rappelez, c'est une pression qui existait même avant la loi, surtout pour les soignants. Et ça, vous le racontez très bien, et c'est vrai qu'on ne l'avait pas forcément perçu, nous, d'un point de vue extérieur, cette pression dans les couloirs pour les soignants, et notamment les personnes qui venaient déjà à l'origine, donc pas les soignants, les autres, plutôt les personnes âgées à l'origine qui étaient prioritaires pour avoir un vaccin. Et puis finalement, il reste une dose de vaccin, et dans l'hôpital, dans le couloir, on crie, ça vous le racontez, c'est quand même inédit comme ça fait pas du tout sérieux. On crie, qui veut, quel soignant prend la dose, quel soignant prend la dose? Non mais... on a l'impression d'être au marché. C'est ça, mais même pas. C'est comme un dealer. Enfin, l'impression que ça a donné, c'est le dealer dans la rue qui dit j'ai encore de la canne, vite ma dose. Mais c'est absurde, c'est incohérent, c'est hors déontologie. C'est quoi cette précipitation? Parce qu'en fait, c'est ça. Les gens ont tellement eu la pression qu'il y a une précipitation. Vite, soyez à jour. Faut mettre le QR code à jour, il faut s'injecter. Enfin, c'est toutes ces aberrations, toutes ces incohérences qui vont pas, quoi. Nicolas Vidal.
Oui, bonjour, merci d'être là. Effectivement, ce livre est très très intéressant et on voit bien notamment sur la pléiade de témoignages que vous avez qu'on prend conscience, même si on le sait déjà, nous, journalistes indépendants, on a beaucoup travaillé sur ces sujets, bien entendu, à la différence du service public et des donneurs de leçons, on se rend compte que quand même les professions de santé sont très larges dans votre livre, très 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 larges. Il n'y a pas que des infirmières, il n'y a pas que des médecins, il y a tout, il y a des cadres administratifs, vous l'avez vu, vous êtes vous administratif, c'est intéressant de voir que finalement, ça a touché beaucoup de monde et que ça a aussi, deuxième partie de la question, ça a totalement déstructuré notre hôpital, notre système de santé. Donc, ce sont les patients, ce sont nous, les Français, qui avons subi également, moins bien sûr que les soignants, ils sont suspendus sans contrat. Donc, c'est cette première observation sur la multiplicité des emplois qui ont été et des secteurs qui ont été gravement touchés par cette obligation à l'injection. C'est ça, merci Nicolas de le rappeler très 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 justement. C'est ce que j'ai aussi voulu faire ressortir parce que c'est bien beau de dire soignant, mais en fait soignant, le mot est très mal donné. Le mot soignant a été élargi à toute personne exerçant au sein d'un lieu de soins, de santé, de secours, dans le médico-social, les éducateurs. Oui, dans les écoles d'ailleurs. On en parlait dans les écoles. Oui. Ils sont obligés de se vacciner. Alors que les professeurs, non. Il y a des incohérences de partout. Oui. Les seuls qui ne sont pas vaccinés dans les établissements du soin, de la santé ou de secours, c'est les vigiles qu'on a mis en place devant la porte d'entrée pour contrôler les passes de tous les patients. Oui, ceux qui gagnent plus, vous voulez dire que les soignants qui sont à l'intérieur ? Mais même sans ça, on s'en fout combien ils sont payés, je dirais. C'est juste une aberration que de dire la personne qui va toucher tous les téléphones ou qui va regarder tous les papiers, elle n'a pas d'obligation vaccinale puisque c'est une société sous-traitante. C'est les éducs, c'est les jardiniers, c'est les plombiers, c'est le personnel technique, c'est le personnel informatique. Et figurez-vous que l'obligation, on a des obligations vaccinales plus que d'autres métiers. On a l'hépatite B en plus. Oui. Je fais juste une parenthèse là-dessus. On a adhéré à tout ça sans problème. En fait, on est tous vaccinés. Hein. Non, oui, mais c'est ça, très intéressant. Vous voulez dire que vous n'êtes pas anti-vax ? Non, un truc de dingue. Mais mieux encore, c'est que en plus, il y a des métiers au sein de l'hôpital qui ne sont pas soumis à l'obligation de l'hépatite B, il faut le savoir. C'est réservé aux personnes qui sont justement en contact direct avec les patients. Vous le rappelez dans votre livre. Quelle aberration. Et puis aujourd'hui, nous, tous les exclus et tous les sous-citoyens, avons-nous dit un jour quelqu'un, je sais plus, j'ai pas envie. Bref, voilà. On peut y aller travailler si on est malade. Oui. Je peux retourner travailler si j'ai le Covid demain. Si on est malade, je peux retourner travailler. Tester positif Covid. Oui. On a le droit d'aller à l'hôpital à partir du moment où vous avez votre schéma vaccinal complet. Et avec des symptômes légers, sans être vacciné, pour 4 mois, je peux y retourner. Donc aujourd'hui, j'ai le droit d'aller travailler pendant 4 mois dès que j'ai le Covid. Ah, parce que vous avez la déclaration Covid, donc qui vous mettrait à jour, c'est ça ? Un certificat de rétablissement. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Voilà, c'est magique. Là, on est dans les incohérences. Alors, puisqu'on est dans les incohérences, il y a beaucoup de fils par lesquels prendre ce sujet. Mais puisqu'on est dans les incohérences, on a vu, évidemment, vous avez commencé à en parler des sociétés privées, par exemple, pour surveiller l'entrée de l'hôpital. Mais on a vu aussi qu'on a fait appel à des intérimaires à un moment donné où, justement, on était en manque d'effectifs. Avec des effectifs qui venaient de l'étranger, qui, eux, ne contrôlaient pas de la même façon le schéma vaccinal et ne demandaient pas les mêmes quotas vaccinaux, etc. Et encore plus, on a vu, évidemment, c'était ce scandale des pompiers, je crois que c'était cet été, avec tous les incendies. Et puis, finalement, on allait chercher des pompiers à l'étranger qui, eux, n'étaient pas vaccinés. Ouais. Alors ça, alors qu'on avait nos pompiers... Oui, vous en parlez dans votre livre. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Les missions ponctuelles. Et puis, de toute façon, il y a un truc qui est hyper important, et je me le suis rappelé il y a la semaine dernière, c'est que c'est sur décision de l'employeur, donc des directeurs d'établissement. Oui. Donc, et toutes les missions ponctuelles n'ont pas obligation de se soumettre. Mais alors, qu'est-ce qu'une mission ponctuelle ? Si on le rapporte aux étudiants, par exemple,
j'insiste, pour qu'on appuie sur les étudiants, c'est la future génération. Ils ont tout perdu. Ouais. Et on est en train de les perdre, nous, citoyens. Dans quelques années, on ne nous dira pas numerus clausus non, c'était numerus Covid. Mais je l'exagère parce que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, on est en train de réduire les futurs effectifs aussi et les étudiants. Mais ils ont des missions ponctuelles si on joue sur... Combien de temps c'est ponctuel finalement ? Ça doit être à discrétion. Et ce sont les directeurs d'établissement qui doivent le décider. Oui, mais ne cherchez même pas une cohérence, on sait très bien. Enfin, vous l'avez dit, ce sont les directeurs d'établissement. Rappelons que les directeurs d'établissement, depuis je ne me rappelle plus quelle réforme, sont des administratifs qui sont aux ordres, tout simplement, et qui n'ont pas, et ça se saurait sinon l'hôpital se porterait mieux, qui n'ont pas la santé en priorité. Ce sont des gestionnaires. Eh bien, si, c'est de leur devoir d'avoir la santé en priorité. C'est là où il y a un réel souci. C'est que même s'ils ont un rôle administratif, un rôle de contrôle, un rôle de gestion, d'organisation... ou budgétaire, notamment. Mais malheureusement, leur rôle aussi est de veiller à la bonne continuité du soin. Oui. Ils ont ce devoir-là. On a vu les résultats. Aujourd'hui, on constate que du coup, cette situation a mis en exergue les catastrophes de gestion et l'incohérence de la gestion de l'hôpital public. Ouais. Mais pas que l'hôpital public. Enfin, j'insiste aussi sur les libéraux, sur le privé. Attention à ne pas réduire à ce qu'on nous dit. C'est beaucoup plus large que... C'est comme les suspendus. Je le répète à chaque fois. Même dans le livre, je crois que je le dis plein de fois. Je me répète, faut que ça rentre dans la tête des gens. Ça ne concerne pas que des gens sans salaire et des suspendus. Il y a aussi l'interdiction d'exercice. Ouais. Et l'interdiction d'exercer nous supprime des libéraux, des médecins traitants, des médecins généralistes, des kinés, des paramédicaux, des personnels tout. Les éduques. Est-ce qu'on pense aux ADAPI, on n'avait absolument pas de problème de déserts médicaux, de déserts sociaux. C'est vrai que c'est quoi ça, problème? Je ne comprends pas la question. Non, mais ça pose de vraies questions. Mais je voudrais qu'on aille... Donc, on a parlé de ces questions d'incohérence, où on voit tous ces gens non vaccinés qui ne sont pas soumis tout simplement parce que ce sont des missions ponctuelles, des intérimaires, des entreprises privées à qui on sous-traite. Bon, premier sujet. Deuxième sujet, tout simplement, le choix fait par le soignant élargi, on va dire. Ce choix-là, et pourquoi ce choix-là ne peut pas être respecté aujourd'hui ? C'est quand même le problème fondamental. C'est-à-dire que j'ai entendu énormément de monde, dont d'ailleurs des médecins très qualifiés, et d'autres dire non mais écoutez, c'est comme ça a toujours été comme ça, les soignants ont toujours eu des vaccins obligatoires, jusqu'à maintenant ils s'y soumettaient, il n'y a pas de raison qu'ils sortent du lot, un militaire, pour rentrer dans l'armée, il est obligé de se vacciner, un point, c'est tout, on ne va pas plus loin, on obéit à la loi, point. Alors, il y a quelque chose qui existe. Je suis ravie de cette question parce que du coup, c'est important de rappeler aux gens qu'on a aussi un devoir de désobéissance. Et ce devoir de désobéissance est indispensable dans ces cas-là quand on a des doutes. Et on a le droit d'avoir le doute. Sur une loi qui ne serait pas légitime, vous voulez dire ? Une loi légale mais pas légitime. C'est ça. On peut, par exemple, sur ce devoir de désobéissance, citer, la liberté de conscience, de réflexion, de recul. Pensons à des régimes qui se mettent en place sans Vichy, par exemple. Si certaines personnes ne s'étaient pas inscrites dans la résistance, je ne sais pas où serait la France aujourd'hui. Mais sans aller jusque-là, le droit de disposer de son corps. Point. Alors, Clémence, si je puis me permettre sur une question là-dessus, là, je vais me faire encore défenseur des luttes populaires et sociales. C'est pas grave, c'est comme ça. Vous me connaissez maintenant. Là, quand on parle de cette destruction, vous l'avez dit, quand on parle de ce droit à disposer de son corps et qu'on se retrouve face à un gouvernement, qui veut manifestement le mal des soignants, on pourrait aussi poser la question, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière aussi cette volonté de suspendre les soignants, peut-être aussi la volonté d'accélérer la destruction du
du système de santé en faisant baisser les dépenses sociales comme le veut la Commission européenne. Mais je vais préciser ma question. Finalement, Elsa Ruher, quel rôle ont joué les syndicats? Parce que vous dites quelque chose d'extrêmement intéressant dans votre livre. Vous dites, ces collectifs ont vu le jour par manque de soutien de certains syndicats qui, on le suppose, ne savaient pas comment traiter ce dossier particulièrement délicat. Donc ça veut dire que ces collectifs-là sont nés finalement de la couardise de certains syndicats à prendre à bras le corps ces questions, et dans la lutte qui a été celle des soignants et qui est toujours celle des soignants, ils auraient eu besoin de corps intermédiaires, ils auraient eu besoin de porte-parole qui auraient porté la lutte, porté le fer contre les directions, contre les ARS, contre le gouvernement, de manière à faire pencher la balance. Et finalement, aussi sur le droit du travail, je veux dire, ils ont rien dit, les syndicats, et vous vous êtes retrouvés face à un gouvernement, face à des administrations qui vous ont saccagé socialement et qui ont prononcé votre liquidation citoyenne et sociale. C'est mon avis. C'est vrai qu'ils étaient très silencieux, ces syndicats, hein, alors, pendant ces 2 années. Je rebondis juste sur la généralité, parce qu'en fait, c'est pas tous les syndicats qui n'ont pas réagi. On sait que Sud SDIS bouge beaucoup pour les pompiers. Ouais. On sait que il y a d'autres syndicats qui bougent aussi. Nous, on a été le premier syndicat, sur mon syndicat local à l'hôpital de Montélimar, à poser le préavis de grève illimité. Je m'en souviendrai très longtemps, et je me rappelle avoir dit, on ne reculera pas tant que le gouvernement ne bougera pas. Et au niveau local, quoi. Et ça a été au niveau local, mais pareil pour la Corse. Derrière, et en fait, c'est ça, la naissance des collectifs unis est arrivée comme ça, parce que on a été quelques bases à bouger dans un premier temps, et puis on a pris de l'ampleur, et puis on a fait un peu de l'intersyndical, et on s'est rendu compte qu'effectivement, le sujet était tellement flou, les gens entendaient tellement dire la loi fait foi, qu'il y a eu quelque part un blocage, un blocus. Mais c'est pareil de partout, en fait, parce que même chez nous, on est d'avis différents. Même au milieu des soignants, on est d'avis différents. Ce qu'on a voulu faire, c'est réunir des êtres humains pour essayer de se défendre et pour essayer de les aider à se défendre. Aujourd'hui, certains syndicats bougent timidement, mais bougent. Mais je peux pas dire qu'ils bougent pas du tout, c'est pas une généralité. Par contre, on l'a entendu, cette colère, de dire les syndicats ne nous aident pas. Mais il faut bien comprendre que ce texte est tellement... je vais dire un compliment, mais c'est pas grave, tellement bien écrit qu'en fait, il est ficelé de tous les bouts, tous les côtés. C'est tellement assez vaste pour rester interprétable qu'on sait même plus sur quel texte se retourner. Et dans un premier temps, ça nous a fait cet effet, même à nous. En fait, c'est ficelé de bout en bout. Il y a des phrases qui veulent tout et rien dire. Ouais. Elsa Ruher, je voudrais juste à ce sujet, parce que tous nos auditeurs ne sont pas avertis. Nicolas Vidal, je sais que vous connaissez parfaitement le sujet. Malgré tout, quel est le... Et puis finalement, c'est le fond de ce livre également, avec les témoignages. Dans quelle situation se retrouvent ces soignants suspendus ? J'aimerais qu'on revienne sur leurs droits et surtout ce à quoi ils n'ont plus le droit. Parce que moi, j'étais encore sur un plateau de télé il y a quelques mois. Il y avait un élu de la France devant moi et un journaliste qui animait le plateau. Quand je leur rappelais les pertes de droits des soignants suspendus, ils n'étaient pas au courant. Pardon ? Oui, donc... faut pas rire. Non, mais c'est vrai. Alors, première chose, on a mis... alors, il faut savoir que pour ceux qui sont dans la fonction publique et n'ont pas travaillé dans le privé avant, s'ils ont toujours été dans la fonction publique, ils n'ont pas le droit au chômage. Le droit au RSA, on a mis 1 an d'acharnement, mais je dis bien d'acharnement, c'est-à-dire moi j'ai insisté auprès, et j'insiste encore aujourd'hui pour qu'ils fassent leur dossier à la CAF, mais on a mis 1 an à obtenir quelques 300-400 euros par mois. Comment on vit ? Même le RSA. Non mais comment on passe de minimum 1600 euros, mais comment on passe de 1600 euros à 400 euros pour vivre avec des charges équivalentes à ce qu'on avait auparavant. Comment on fait ? Oui, mais surtout, vous le dites, pendant 1 an, ces personnes n'avaient même pas ces 400 euros. C'est ça. Mais pire encore aujourd'hui, on n'y arrive pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis des cagnottes en place. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire tourner ces cagnottes. Les droits de formation. On aide.
Pas le droit aux formations. On commence à les accorder maintenant. Alors, certaines directions d'établissement commencent à lâcher un petit peu. Et pire encore, pour ceux qui voulaient se décharger de cette suspension et pouvoir retrouver une vie et sereine et pouvoir faire autre chose, parce qu'à un moment donné, il faut vivre... Oui, donc changer de travail. Et puis, il faut vivre de quelque chose qu'on aime aussi. Ils perdent une vocation, ils ont peut-être envie de retrouver autre chose. Pas le droit à la formation, mais mieux encore. On a des ruptures conventionnelles qui sont refusées. Ah bon, donc vous n'avez même pas le droit de quitter votre travail. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de l'intégrer, mais vous n'avez pas le droit de le quitter. C'est ça. Oui, ça je ne savais pas. Et le motif, pour certains établissements, le motif de la rupture conventionnelle refusée est personnel indispensable. Voire, il y a certains courriers qui reviennent sans motif. Eh bien, très intéressant. Donc en fait, on est au coin. Et comme j'ai dit une fois à ma DRH, quand je suis revenue, elle me dit « Mais quand même, vous allez faire quelque chose ?» Je dis « Non, laissez-moi au coin. Moi, je reste au coin. Il n'y a pas de problème. » Mais on est mis au coin. Et comme si on était dans une pièce, il n'y a pas de porte. Puis à chaque fois qu'on essaie d'ouvrir une porte, on la prend dans la tronche. Oui. Imaginez-vous, quoi. Et c'est ça qu'il faut faire ressortir. Il faut que les gens se rendent compte de ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut le rappeler. Mettez-vous à leur place. Évidemment. Et surtout que l'image du coin est assez bonne, puisqu'il y a ce côté humiliation aussi, qu'a vécu évidemment toute cette population. Vous le racontez très bien dans votre livre. C'est-à-dire que d'abord, tous ces soignants, au sens élargi, qui ont été applaudis, mais qui devaient porter des sacs poubelles, qui devaient prendre des risques pour eux et pour leur famille, parce qu'ils n'étaient pas protégés. Parce qu'à ce moment-là, quand ils avaient le Covid, on leur demandait de quand même aller travailler, rappelons-le. Et voilà, quelques mois plus tard, les mêmes qui sont mis au coin, comme vous dites, avec un bonnet d'âne. Et c'est stigmatisation. Ce sont les boucs émissaires bien utiles de la société. Et insultés en public. Et la division bien menée. Et je dis des fois, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir, mais essayer de comprendre, quoi. Après, on ira voir un peu les témoignages pour justement avoir un petit peu de concret. D'abord, Nicolas Vidal. Oui, c'est intéressant. Cette situation, elle est inextricable. C'est une situation de malade. C'est les 12 travaux d'Astérix. On est vraiment dans un truc de malade. C'est terrible. C'est pour ça que c'est bien de recevoir. Ça s'appelle l'administration. Oui. Exactement, mais là, véritablement, c'est une volonté de liquidation sociale. On sait bien qu'Emmanuel Macron n'est pas très amoureux du Code du travail, ni encore moins de la réforme des retraites, ni encore moins de l'assurance chômage. C'est évident. Mais là, tout de même, Elsa Ruyer, j'imagine que vous avez des avocats qui ont travaillé sur cette façon de vous enfermer. Le Bodenat, vous l'avez dit, c'est même plus au coin, là, c'est dans le cachot. J'imagine que là aussi, vous voyez ma question sur les syndicats, sur ça, il aurait dû avoir une mobilisation très importante sur la discrimination, sur la casse du droit du travail, sur la perte des acquis sociaux. Enfin, et on aimerait aussi savoir, j'imagine que vous avez les chiffres parce que vous en donnez quelques-uns dans le livre, combien ça représente de soignants, parce qu'on aurait aimé quand même avoir un front commun très dur, en opposition totale et forcenée à ces viols, je suis désolé, du droit du travail et du droit de la dignité du travailleur, me semble-t-il, non ? Ça touche des dizaines de milliers de personnes. Mais on vous dira pas. Alors, nous, c'est des estimations, attention. Oui. Attention, faut que tout le monde arrête, mais que ce soit nous ou les autres ou dans d'autres médias ou n'importe où, ne vous amusez pas à chercher des chiffres, on peut pas les avoir. Pourquoi ? Parce que pour les avoir, il faudra avoir les bilans sociaux et les bilans de chaque établissement. Il faudrait que chaque établissement respecte bien la loi, établir une fiche de paye pour pouvoir être sûr qu'on fasse bien des déclarations nominatives, que les gens soient bien comptés encore dans l'effectif. Parce qu'un soignant, il est censé compter quand même dans l'effectif, mais un effectif sans salaire. En effet, on les met au coin. C'est pour ça que c'est de la maltraitance. Il n'y a pas d'issue. Il y a pas de mots, c'est ignoble, c'est inhumain en fait. Comment on peut faire ça à un corps de métier qui est destiné à des gens qui s'amènent à une vocation très rapidement, voire abandonnent ces vocations. On le voit, je rebondis encore sur les étudiants, comment dégoûter nos gosses de faire des études pour soigner les gens. Et aujourd'hui, on soigne pas les gens. En fait, finalement, on est tous maltraités. On peut plus soigner les gens, mais on va les écouter. C'est pas de notre faute, on n'est pas nombreux. Mais comment ça, on n'est pas nombreux ? Donnez-nous les chiffres.
On ne peut pas donner les chiffres. Il y a les démissions, il y a les disponibilités, il y a les fins de contrat, il y a... Suspendus, départ en retraite anticipée, démission, disponibilité, arrêt maladie, abandon de poste, contrat non renouvelé, licencié. Voilà, toutes les personnes qui peuvent se cacher finalement derrière les chiffres. Et licencié, c'est quand on a la chance d'avoir un employeur qui comprend qu'il faut nous lâcher. Parce que comme c'est sur décision des employeurs, mais allez-y, faites votre travail. Ouais. On va aborder quelques témoignages maintenant, puisqu'il y en a beaucoup qui sont très forts. Je voudrais en citer un en particulier, Angélique, 41 ans, assistante sociale. Alors voilà, Angélique, j'ai exercé la profession d'assistante sociale du personnel de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière avant d'être suspendue le 23 septembre 2021, sans aucune raison médicale ni scientifique. Elle a eu le Covid. Et puis, elle a décidé donc de tenter de ne pas se faire vacciner. Elle était sous pression, elle réfléchit. Et puis, finalement, elle se rend compte qu'une de ses collègues, elle, se fait vacciner. Ma collègue avait fait ses 2 doses, dont la deuxième fin juin, début juillet 2021, malgré son manque de recul et de confiance dans cette injection. Elle est tombée malade après sa 2e dose. Elle toussait jusqu'à s'étouffer, parfois quand on mangeait ensemble le midi. Personne n'a fait le lien avec son injection à part moi. Je ne l'ai pas vue pendant 1 mois, pendant les vacances d'été. Et début septembre, je l'ai trouvée différente. Elle avait un comportement plus agressif qu'avant. Elle se plaignait de douleurs dans le ventre. Elle m'a confié 1 semaine avant son décès son inquiétude par rapport aux injections, car elle sentait que ce n'était pas bon pour son corps, et elle est décédée d'une embolie pulmonaire qui a entraîné un arrêt cardiaque, c'est le rapport d'autopsie, dans la nuit qui a précédé la suspension de Angélique. Voilà le témoignage qu'on peut lire. Il est 9h sur Ligne Droite, on va en reparler dans quelques instants, mais d'abord les informations avec Emmanuel Noël. Ligne Droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Nicolas Vidal, notre partenaire du jour, fondateur de Putsch Média, et puis avec Elsa Rouillère, notre invitée. Rebonjour Elsa Rouillère, et vous êtes porte-voix des collectifs unis et surtout auteur de ce livre Paroles de soignants suspendus chez Guy Trédaniel. Alors on a parlé un peu des considérations générales qui entourent ces soignants au sens élargi, suspendus, et on rentre un peu dans les témoignages que vous nous livrez, qui nous montrent un peu la matière, qui nous montrent la réalité finalement du terrain, qui est vraiment très intéressante. D'ailleurs, comme le disait tout à l'heure Nicolas Vial, beaucoup de métiers très très différents, que ce soit d'ailleurs en libéral comme en hôpital, que ce soit des pompiers comme des infirmières ou des assistantes sociales ou des femmes en puériculture. Voilà, il y a vraiment de tout. Et puis je vous lisais ce témoignage d'Angélique, 41 ans, et elle qui est assistante sociale donc forcée de se faire vacciner, qui l'a refusé. Sa collègue, elle, se fait vacciner et elle se sent d'abord pas bien, puis elle décède. C'est un témoignage bouleversant, je pense, qui raconte tout. Ben ouais, surtout qu'en plus, Angélique l'a appris en même temps que sa suspension, ouais. Quoi. 2e coup de massue. Elle perd une amie et ça, je sais que ça a conforté... son choix d'une certaine façon, oui, forcément. Quelqu'un en bonne santé, super, qu'est-ce qui se passe ? Le lien de causalité n'a pas été reconnu. Non, il y a encore des soucis pour faire des liens, mais on voit bien les effets indésirables. Et puis de toute façon... Et ça a été déclaré en pharmacovigilance. Oui, puis sur tout traitement. Sur pharmaceutique, il y a toujours des effets indésirables, plus ou moins forts. Oui. Mais il y a une notice aussi. Voilà, il y a tout un tas de... Il y a eu... Une notice que les soignants, vous le dites très bien d'ailleurs dans votre livre, hein, que les soignants savent un petit peu mieux lire que les autres. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les soignants, enfin tous ces soignants qui ont refusé de se faire vacciner, on fait ce choix-là. Peut-être aussi qu'ils se sont intéressés aux produits. Non, il y a eu des liens qui ont été faits au début de la vaccination. On est sur le terrain. On sait ce qui se passe. Oui. On voit ce qui se passe. On est un peu avertis quand même. Alors, c'est pas parce que certaines personnes disent certaines choses que d'autres ne peuvent pas en dire d'autres. Oui. Donc, laissez-les les dire. Surtout que ceux qui disent certaines choses, souvent, ils sont sur les plateaux, ils sont pas forcément sur le terrain. Et puis surtout... arrêtons de dire qu'un tel a raison et l'autre a tort. Laissons... voilà. Donc le livre, c'est aussi
c'est aussi sortir ces gens de l'invisibilité, parce qu'il y a d'autres livres qui existent, mais ils sont tous en auto-édition et chez des collectifs pour faire rentrer de l'argent. C'est aussi le but de celui-là, 50% des droits d'auteur seront reversés aux soignants suspendus. Oui. Nicolas Vidal, je vais vous laisser la parole, mais puisque vous parlez d'invisibilité, je voudrais juste réagir tout de suite sur un sujet très grave qui est celui des médias. Vous parlez d'invisibilité, évidemment, si ces soignants-là sont suspendus, c'est certain, mais invisibles, c'est bien parce que personne ne leur tend ni une perche ni une caméra. Et je vais vous citer une conférence de presse que vous avez organisée avec Michel Rivasi, donc eurodéputé. Le 1er février 2022, vous avez préparé une conférence en un temps record, donc quand même avec une sénatrice et puis d'autres, du beau monde en plus. D'ailleurs, Didier Van Covalert était là aussi, Maître Maud Marian, je pense que Laurent Micheli était, enfin je sais plus, mais il y avait des mondes, pas des cette gens. Première, oui, mais régulièrement ils sont là et Didier Van Covalert était effectivement là pour nous soutenir et ça nous a fait très chaud au cœur. Encore plus qu'il accepte de faire partie du livre. Alors, et que s'est-il passé ? Bien sûr, donc vous dites, nous avons convié les journalistes de toutes les rédactions, donc je vais les citer, Libération, Le Figaro, Le Monde, l'agence France Presse, France Bleu, BFM, RMC. Je vous laisse imaginer notre déception lorsqu'aucun média ne s'est présenté dans cette salle. Aucun média ne s'est présenté dans cette salle, vous vous rendez compte ? En tout cas, j'ai honte pour ma profession. Aucun de ceux-là. Et encore aujourd'hui, on est régulièrement contactés. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que finalement, on nous interroge pendant ces 1 demi-heure de coup de téléphone pour sonder, vous savez, le fameux entretien avant qu'on avant apparaisse. De passer sur le plateau. Voilà. L'entretien éliminatoire. Oui ou pas, parce que des fois c'est passé. Moi, ils sont venus me harceler entre le 17... entre le 17 juillet et le 23 juillet la polémique avec 2021. Non, en 2021, quand on a eu les annonces et qu'on a posé le préavis de grève, moi, ils sont tous arrivés. Je me suis dit, c'est cool, j'ai des contacts. Non. Aujourd'hui, on nous répond, c'est pas d'actualité. Voilà, mais vous organisez une conférence, ces grandes rédactions... ne viennent pas. Bien connus ne viennent pas. Et après, vous le dites, évidemment, il y avait des journalistes indépendants, voilà, heureusement qu'ils sont là. La presse alternative, comme on dit également, qui étaient là, heureusement. Mais voilà, ça c'est quand même, encore une fois, un travail que la presse doit faire également, Nicolas Vidal. Ben oui, parce que en fait, c'est un problème au-delà de la liquidation sociale dont je parle régulièrement. C'est un problème de la liquidation aussi du système de santé. Donc, si ils veulent pas à un moment donné aborder ces problèmes de personnel suspendu, de pas parler de vaccins, d'anti-vax et je ne sais quoi encore, il serait au moins plus intelligent d'avoir une vraie vision de ce qu'il est et de cette destruction du système de santé. Parce que ce que j'ai envie de vous poser comme question aussi, je l'ai posé rapidement tout à l'heure, mais elle a été noyée dans l'autre finalement, et tout en parlant des médias, c'est que j'ai quand même l'impression, Elsa Ruyer, que dans cette suspension de milliers de soignants derrière, il y a aussi une volonté, vu la casse sociale qui est mise en place, et vous l'avez dit, cette espèce de chambre forte pour ne pas que vous en sortiez, il y a aussi une volonté aussi de ne pas vous réintégrer. On rappellera que la France est le seul pays qui n'a pas réintégré ses soignants. Oui. L'Allemagne avait une obligation vaccinale, mais elle n'a jamais suspendu ses soignants. Finalement, j'ai quand même l'impression qu'il y a une volonté délibérée de détruire le système de santé avec cette politique de la casse d'hôpital public qui n'a rien à voir avec le Covid, mais qui est engagée. Donc Emmanuel Macron ne veut pas sauver l'hôpital public. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi et derrière ces suspensions massives et iniques? Alors ça, moi, je peux pas savoir parce que je suis pas dans ces contacts et dans son répertoire pour savoir ce qu'il a l'intention ou pas l'intention. En tout cas, l'actualité, et ce que je veux pas entendre, c'est que les soignants suspendus, c'est pas d'actualité, c'est faux. C'est d'actualité, c'est une actualité forte, ça pourrait être tout le monde. Je vais juste rappeler que tout le monde a échappé à la vaccination pour tous, parce qu'à un moment donné, on a failli tous y passer, ça a été en discussion, mais tout le monde a oublié, et qu'aujourd'hui, on est sur un système de santé fragilisé fois 100, fois 1000, alors qu'il était déjà fragilisé avant il y a 3 ans.
Ça fait 3 ans que ça dure, ça fait 3 ans on n'a toujours pas de date, et ça ne peut pas durer indéfiniment. Donc, on est coincé, effectivement, dans ce coin. Après, si c'est de la casse d'hôpital public ou je ne sais quoi, je ne sais pas, parce que ça touche aussi le privé, et ça touche aussi d'autres corps de métier. Mais on voit par contre que les hôpitaux publics dégringolent et manquent de soignants de façon considérable. Oui, et que les lits ont continué d'être supprimés pendant la crise Covid. Mais pire encore, c'est qu'aujourd'hui, on a des soignants qui veulent y retourner, on leur refuse d'aller aider les collègues. Et ça, c'est pas sain. C'est malsain. Et donc, je ne sais pas quels sont ces plans. Même si ces personnes sont prêtes à se tester tous les jours, d'ailleurs, je le précise. Oui, oui, alors de moins en moins, parce qu'il y en a marre, en fait, de plier. Ils en ont marre de plier, il faut savoir. Ils ont du mal à manger, ils ont du mal à payer les factures, ils ont encore un peu envie de retourner dans leur vocation. Dans quelques temps, ce sera trop tard. Les étudiants qu'on a perdus, c'est des étudiants qu'on a perdus. Donc, dans 3 ans, on va encore manquer d'infirmières et on va dire que c'est la faute de quoi, cette fois. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'excuses, ou en tout cas, là où j'appuie, c'est que je ne veux pas dire, je ne veux pas entendre, et les collectifs aussi, parce que quand je dis « je », derrière, c'est nous, on ne veut pas entendre que les soignants suspendus, ça n'a pas eu un impact sur le manque de personnel aujourd'hui. Voilà. Donc, soit on réintègre, parce que c'est important de soigner les patients, soit on trouve des solutions, mais que les choses soient claires, qu'on arrête de tourner entre le verre vide et le verre plein. C'est fatigant. Et vous avez des sondages, Elsa Ruyer. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on a eu un sondage bidonné, parce que c'est des sondages bidonnés, sur de nombreux soignants qui étaient en poste, qui s'étaient soumis aux obligations, en disant qu'ils étaient très, très, très nombreux, très, très majoritaires à ne pas vouloir le retour des soignants de leurs collègues non vaccinés. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, mais en contrepartie aussi, aujourd'hui, on crève dans les hôpitaux, sur les brancards d'hôpital, parce qu'on n'est pas pris suffisamment en charge par des internes, des médecins, des radiologues ou des chires. Et ça, c'est quand les urgences existent encore, parce que il y a aussi maintenant le moment où de toute façon on peut crever chez soi parce qu'il n'y a pas d'urgence. Non, et puis j'ajouterais à ça, j'aimerais savoir qui a été interrogé, combien de personnes, combien de soignants, dans quel établissement. Est-ce qu'on a parlé du privé? Est-ce qu'on est retourné voir dans les EHPAD si ils avaient besoin d'aide, pas d'aide? Et puis c'est quoi la condition? C'est des pestiférés, faut pas qu'ils reviennent. Mais non, c'est faux, parce que nous qui vivons la situation et qui sommes encore en rapport avec d'autres soignants sur le terrain, c'est pas du tout ce qu'on entend. Donc expliquez-moi, quoi. Bien sûr. Dites-moi d'où ça sort, ces chiffres. Qui a dit ça? Oui, mais il y a d'autres chiffres auxquels on peut s'intéresser, notamment sur la tension. On a dit que les chiffres, là, il y avait une grande tension dans les hôpitaux à cause des patients Covid et des patients non vaccinés. Et finalement, on a découvert après, avec le rapport de l'ATI notamment, que finalement, il n'y avait que 2%, je crois, des tensions qui étaient liées au Covid. Et finalement, le reste, c'était juste parce que c'est lié à la gestion de l'hôpital aujourd'hui, que de toute façon, l'hôpital en hiver, chaque année maintenant, est dans un système de tension extrême. Parce que ça fait 10 ans, 20 ans qu'on réduit les moyens pour pouvoir travailler. Moyens humains, moyens matériels. Si on tire sur la corde tous les bouts, tous les côtés... Par contre, ils se pondent des projets immobiliers de partout... pour faire des modifications. Donc, la prochaine fois, ça va se passer globale. La prochaine fois s'il y a une crise d'ampleur, parce que nous, sur le terrain, on n'a pas constaté non plus une grosse suractivité. Ça a été, c'est un hiver fort rude. Et puis, on s'est adapté. Puis, si je reviens sur la période Covid, ces 2 dernières années, on s'est adapté à tout, les soignants tout ce qu'on nous a demandé. Les administrations ont eu plus de mal, les soignants se sont adaptés. Bien sûr, on est sur le terrain, on sait faire. Donc la prochaine fois, on fait comment, puisqu'il y aura encore moins de personnel ça va se passer comment, pendant combien de temps? Donner des moyens humains et matériels pour soigner les gens. Enfin, rappelez-vous qu'on n'est pas en train d'emballer des cartons. Ça n'a pas l'air d'être la vocation ni la direction du gouvernement actuel.
En tout cas, on n'en entend pas parler de cette manière-là, on est bien d'accord. Enfin, il n'y a pas d'autres... Pour l'instant, j'entends pas de propositions qui paraissent plus cohérentes et plus justes pour pouvoir soigner les gens. Nicolas Vidal, alors là, dernière question. On arrive à la question finalement centrale de votre engagement, Elsa Ruyer, les collectifs unis, bien entendu, vos passages dans nos médias alternatifs, et c'est très bien. La question aujourd'hui, c'est quelle solution pour intégrer les soignants. Donc on l'a vu, le pouvoir vous a trahi. Moi, je l'assume, le pouvoir vous a trahi. Les syndicats, on en a parlé. On n'a pas vu les grands responsables syndicaux, les secrétaires généraux aller sur BFM TV un soir pour dire maintenant ça suffit, il faut réintégrer les soignants. On les a pas vus. Donc il y a aussi un abandon manifeste des grandes centrales syndicales au niveau national. La population, en majorité, très sincèrement, elle a été tout à fait désintéressée de ce problème-là. Là, par contre, elle va en payer le prix. Malheureusement, elle va en payer le prix. Elle en paye déjà le prix dans les hôpitaux. Et finalement, l'opposition politique, on est qu'entre nous, on va se le dire. Elle a été muette, à part quelques-uns. On a cité Rivasi, on a cité Dupont-Aignan ou d'autres, ou quelques autres là-dessus. Mais finalement, elle a été muette. Tout le monde ou Alain Hooper, d'ailleurs, faut pas l'oublier, le sénateur Hooper. Finalement, qu'est-ce qui vous reste? Est-ce que c'est pas la question que j'ai envie de vous poser, Elsa Ruyer, c'est est-ce que finalement, ce ne sont pas les Français qui aujourd'hui doivent sauver faire pression pour que ces soignants soient réintégrés très vite et en même temps sauver l'hôpital public. C'est pas les Français. Et si, il va falloir que les citoyens prennent conscience que ça les concerne bien plus que ce qu'ils croient. Et la condition, enfin c'est même pas la solution aujourd'hui, c'est que les gens se bougent. On organise un débat, j'en profite du coup. Alors rapidement. Mais on organise une nouvelle conférence, un débat conférence le 1er février. Vous veux dire celle où les journalistes ne viennent jamais ? Oui, c'est ça, mais ça là, on va la multidiffuser, donc c'est pas pareil, parce que depuis, on a des bons partenariats qui nous permettent d'être visibles quand même, mais malheureusement, pas suffisamment pour le grand public. C'est pour ça qu'il a fallu que je sorte un livre. C'est pas des solutions, c'est des conditions. Pour réintégrer, il va falloir payer. Eh bien, message reçu. Merci beaucoup, Elsa Ruyer. Paroles de soignants suspendus, un livre très fort, surtout qui remet les pendules à l'heure sur ces questions-là fondamentales. Et c'est un livre aux éditions Guy Trédaniel. Merci à vous, Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.